Et nous avons été rejoints par Johan Chou, vous êtes responsable Venture Capital chez Proparco. Alors, en tant qu'investisseur en direct et dans les fonds, vous disposez d'une bonne visibilité sur l'impact de la crise sur les startups africaines. Pour commencer, très simplement, quel a été l'impact de la crise sur ce secteur? Oui, bonjour Hélène, bonjour Vincent, c'est une bonne question. Je crois que globalement, on a observé une bonne résilience des entreprises africaines pendant la crise. En ce qui nous concerne, on a eu peu ou pas de faillites sur notre portefeuille. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas été impactées, hein. On l'a vu dans la séquence précédente. Il y a des PME qui ont eu des baisses significatives de leur chiffre d'affaires, qui ont eu du mal à distribuer leurs produits, qui ont eu des ruptures de leur chaîne d'approvisionnement, des baisses de la commande publique ou privée, donc un impact assez fort finalement. Je crois qu'après, on peut distinguer deux typologies différentes de sociétés. D'une part, des PME qui ont dû s'adapter très rapidement et très fortement. Alors, je pense aux acteurs de l'éducation que Proparco finance. Dans certains pays africains, les écoles ont été fermées pendant quasiment un an. Les enfants étaient chez eux et ces acteurs ont dû s'adapter très rapidement, changer sur des modes d'enseignement en distanciel. C'était ça ou mettre la clé sous la porte. Deuxième typologie d'entreprise concerne plus particulièrement des startups qui, elles, bénéficiaient d'un business model qui était adapté à la crise. Parce que 100% numérique, type e-commerce, fintech, plateforme d'enseignement à distance, tout ce qui était livraison. Et elles ont vraiment profité de la crise. Pour vous donner un chiffre, on a regardé dans notre portefeuille et dans le portefeuille des sociétés investies par les fonds desquels on est partenaire, celles qui disposaient déjà de ce type de business model adapté, on en a une vingtaine, elles ont doublé leur chiffre d'affaires en 2020 en pleine pandémie et je pense que c'est un chiffre qui est assez parlant. Donc ça, c'est pour les tendances. On peut voir qu'il y a eu énormément de changements à l'aune de la crise, mais concrètement, en termes de volume de financement, comment est-ce qu'ils ont évolué? Oui, alors les volumes de financement, selon l'AFCA, qui est une association qui fait un peu référence en Afrique, ils ont baissé de 13% en 2020. Côté purement start-up, alors qu'on était sur un trend vraiment très haussier depuis 5 ans, on a des rapports assez différents. On a 5 maintenant organismes qui suivent ça. Alors le plus optimiste fait état d'une hausse de 44% en 2020, le plus pessimiste d'une baisse de 43%. On a un peu à boire et à manger. On pense qu'il y a plutôt globalement une stabilité, mais c'est un net ralentissement par rapport à avant. En fait, ce que nous, on a observé chez Proparco maintenant un peu plus qualitativement, c'est qu'au premier semestre, les fonds d'investissement n'ont pas pu se lancer sur la prospection de nouvelles transactions, donc ils se sont vraiment concentrés sur leur portefeuille. Ils ont finalisé ce qu'ils avaient commencé à faire en 2019. Nous, chez Proparco, on a fait aussi un peu la même chose. En revanche, au second semestre, on a eu un net rebond et là, les fonds se sont mis à reprospecter. Pour vous donner des chiffres sur ce qu'on a constaté chez Proparco, en 2020, on a un échantillon d'à peu près 35 fonds actifs exclusivement sur l'Afrique et qui investissaient et en 2019 et en 2020. Ces 35 fonds en 2020, ils ont investi à peu près 400 millions d'euros sur le continent. C'était en recul de 5% par rapport à ce qu'ils avaient fait en 2019. Donc oui, il y a eu un impact significatif de la crise, mais ça n'a pas bouleversé le marché de l'investissement qui s'est quand même plutôt bien tenu. Ça, c'est pour le marché au global, mais comme vous venez de le dire, il y a eu un impact malgré tout très fort. Donc, parlez-nous de vous. Comment est-ce que vous, chez Proparco, vous avez accompagné ces transformations? Oui, alors nous, on a fait comme beaucoup, hein. On a essayé d'accompagner le mieux possible nos clients. On en a aussi parlé dans la séquence d'avant. Je crois qu'on a fait des efforts très importants sur le secteur financier. Ça nous paraissait essentiel de soutenir ce secteur. Donc on a beaucoup travaillé avec nos partenaires bancaires pour leur fournir des lignes de crédit, les lignes de crédit court terme. Mon collègue Xavier vous a parlé du programme Choose Africa Resilience, qui est un bloc très important chez nous. Pour nos clients entreprises, on a accordé aussi énormément de reports d'échéance. Et du côté investissement, et plus particulièrement en ce qui me concerne sur l'investissement start-up, on a mis en place une facilité qui s'appelle la facilité Bridge by Digital Africa, donc qui est destinée à soutenir de 10 à 15 startups qui ont été affectées par la crise Covid.
Donc ces startups ont connu des retards dans leur levée de fonds, et nous, on vient leur apporter des financements un peu d'urgence pour leur permettre de tenir jusqu'à leur prochaine levée de fonds. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est adapté, nous, en mettant en place des process de prise de décision aménagés, beaucoup plus simples pour pas trop occuper les entrepreneurs qui ont d'autres choses à faire en ce moment-là, en cette période de crise, avec également une documentation juridique simplifiée. Donc voilà, ça c'est un exemple de la manière dont on a pu s'adapter pendant cette période. Bravo. La preuve en image, nous allons prendre quelques exemples et aller à la rencontre des partenaires et des entreprises africaines soutenues. Direction tout d'abord le Cameroun avec Eric Pignot d'Enco Éducation. Eric, vous êtes bien là ? Oui, tout à fait, vous m'entendez ? Formidable, nous vous entendons très bien. Merci d'être avec nous. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, Enco Éducation, c'est un groupe d'écoles internationales africaines qui prépare les élèves aux admissions dans les meilleures universités du monde. Est-ce que pour vous, Eric, passer au digital, ça a été une évidence ? Merci beaucoup pour cette question. C'est vrai que l'éducation a été particulièrement affectée partout dans le monde, hein, pas juste en Afrique. En 3 semaines, si vous vous souvenez bien, toutes les écoles de la planète ont dû fermer leurs portes physiques. Et donc pour nous, du jour au lendemain, on a dû basculer nos 13 écoles sur un modèle éducatif radicalement innovant, à distance, et en pilotant cela dans 9 pays. Donc vous pouvez imaginer l'enjeu que cela représentait. Au final, cette expérience a été incroyablement riche pour nos élèves et pour nos équipes, avec plusieurs choses qui nous ont aidés. Le premier point, je pense, c'est la culture de nos écoles et de notre groupe. L'innovation est un de nos piliers, et nos enseignants avaient déjà une certaine habitude des outils digitaux tels que Google Classroom ou Zoom, ce qui a fait qu'ils ont pu s'adapter très rapidement. Un deuxième point, c'est qu'on a vu le coup venir, puisque l'Europe fermait ses écoles progressivement, et on s'est dit que le continent africain allait aussi prendre les mêmes types de mesures. Et ces quelques jours nous ont permis de revoir toute la planification et les approches pédagogiques. Vous savez tous qu'on ne peut pas juste calquer l'emploi du temps de l'éducation face à face sur du digital, il faut tout revoir. Et ces quelques jours nous ont permis une transition quasiment instantanée vers le digital. Et le troisième point, ça a été le soutien de nos parents qui a été incroyable. Et nos parents ont été de vrais partenaires dans un climat qui était très anxiogène. Je pense que pour eux, savoir que leur école faisait tout pour poursuivre notre mission d'éducation était une source de confort, ce qui nous a aussi permis de résoudre les problèmes logistiques comme le coût de la data. La qualité de la connexion est excellente dans la plupart de nos pays, mais la data 4G reste très chère. Les coupures électriques qui fait que certains élèves parfois ne pouvaient pas se connecter parce que leur téléphone ou leur ordinateur n'avait plus de batterie. Donc voilà, cette poursuite de notre activité, en fait, au-delà de poursuivre notre mission, nous a aussi permis de continuer à facturer et donc de sauver les meubles, de payer nos salaires et nos coûts. Et pour les enfants, je pense que ça a été une très belle expérience aussi. Ils ont beaucoup gagné en termes de dextérité technologique et en termes d'autonomie, ce qui compense totalement le fait que tout le programme n'a pas toujours été couvert à 100%, mais je pense que ça reste très anecdotique. Voilà, témoignage éclairant dans le secteur de l'éducation qui a été si chahuté pendant cette pandémie. Merci beaucoup, Eric, Vincent. Et effectivement, 1 an sans école, les parents français n'ont décidément pas le droit de se plaindre. Merci beaucoup, Eric. We move from Cameroon to go to Ghana, where we Passons du Cameroun au Ghana. Nous sommes en direct avec Grégory Roxane. Vous êtes le fondateur de M-Pharma, une start-up qui évolue dans le domaine de la santé, qui a reçu le soutien du fonds Novastar 2, dans lequel Proparco a investi en 2019. Dites-nous, Grégory, de quelle façon est-ce que la crise a dynamisé votre développement ? Merci infiniment de me recevoir. Lorsque la pandémie a démarré, l'un des plus grands défis que le continent africain a dû relever, le continent et ses différents pays, ça a été le dépistage. Les capacités de dépistage des laboratoires publics étaient extrêmement contraintes. En d'autres termes, il fallait 2 semaines avant de recevoir les résultats du laboratoire, ce qui n'a aucun sens s'agissant de la lutte contre la pandémie. Donc très rapidement, on a mobilisé des ressources et on s'est mis à investir chez nos partenaires, des hôpitaux privés,
marché pour les aider à transformer les laboratoires existants en laboratoires médicaux pour permettre le dépistage de la COVID. Et je suis fière de vous annoncer qu'en 3 mois, 60% de tous les dépistages de la COVID effectués au Ghana passaient par le secteur privé. Et au cours de la deuxième vague de la pandémie au Ghana, cette infrastructure a été extrêmement utile et ça a permis de sauver le pays. Le délai d'obtention des résultats est passé de 2 semaines à 48 heures, voire moins. Et en ce qui me concerne, c'est là le parfait exemple d'une intervention du secteur privé qui a permis de combler la brèche. Et c'est exactement ce que mPharma a fait. mPharma était en pointe de cette révolution s'agissant du dépistage et ça nous a permis d'aller de l'avant. Et ce que je trouve extrêmement stimulant, c'est que cette infrastructure a été mise en place pour combler la brèche en termes de dépistage moléculaire. Et cette infrastructure va survivre à la COVID. Et aujourd'hui, nous avons développé les diagnostics moléculaires. En d'autres termes, vous avez des femmes qui, jusqu'à présent, ne pouvaient pas se faire tester ou subir des tests génétiques pour dépister le papillomavirus humain au Ghana et qui maintenant sont en mesure de le faire. Et le coût est passé de $80 à $30 grâce à cette infrastructure qu'on a mis en place pour le secteur privé. Merci beaucoup de ce témoignage. Je sens que vous êtes très fiers de contribuer à sauver des vies. Merci beaucoup. Et nous sommes également très heureux, Vincent, d'accueillir le Dr Omubula Johnson, qui nous rejoint en direct du Nigeria. Dr Johnson, est-ce que vous entendez? Merci beaucoup d'être parmi nous. Pour les téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas, quelques informations. Vous êtes anciennement ministre des Communications et des Technologies au Nigeria. En d'autres termes, vous connaissez très bien les sujets que nous allons aborder aujourd'hui. À l'heure actuelle, vous travaillez pour Tide Telecom, qui est l'un des partenaires de Proparco. À votre avis, diriez-vous que les entreprises qui ont la meilleure probabilité de rebondir dans la crise actuelle sont les entreprises qui se sont le mieux adapté à la transformation numérique? Absolument, c'est effectivement le cas. Je pense que si on peut tirer un enseignement de la pandémie, c'est que le numérique, c'est la voie de l'avenir. En vérité, le continent africain est passé aux technologies mobiles depuis de très nombreuses années. Environ 60-70% des Africains ont accès à un téléphone mobile et 30 à 40% des Africains ont accès à Internet. Donc, ce que l'on constate au cours des 5 dernières années, c'est qu'il y a énormément d'innovations en matière de technologie mobile. Et la pandémie, la COVID-19, n'a fait qu'accélérer cette tendance. Et les entreprises numériques ont gagné en résilience et les entreprises qui n'étaient pas numériques ont été forcées d'y réfléchir et de passer à la vitesse supérieure très rapidement. Et je suis d'accord avec cela, à 100%. Et je pense qu'on a atteint le point de non-retour. Maintenant que le numérique est là, on ne reviendra plus en arrière. Ça permet une meilleure productivité, une meilleure résilience. Ça permet d'innover sur des technologies qui ne sont pas affectées par la pandémie. Dieu merci. Et il n'y aura pas de retour en arrière. Toujours plus d'innovation en Afrique, de développement, d'évolution, les technologies mobiles, etc. Et vous venez de parler d'investissement. On le sait, l'argent, c'est le nerf de la guerre pour la plupart de ces entreprises. Et que pensez-vous des capital risqueurs et de la croissance de ce secteur en Afrique à l'avenir? Eh bien, on constate une croissance exponentielle au cours des 5 dernières années. Lorsque Proparco a investi dans notre fonds en 2017, eh bien, 2 ans plus tôt, en 2015, quelques 200 millions de dollars ont été injectés par des capital risqueurs pour aider ces entreprises du numérique. Alors, si on fait avance rapide et on passe en 2020, on passe à 2 milliards. Donc, les injections de capitaux à l'appui de ces entreprises ont été multipliées par 10. Et rien qu'au premier trimestre 2021, ça représente environ 800 millions de dollars en financement par capital risque pour ces types d'entreprises. Donc, c'est un mode de financement de mieux en mieux accepté. Et des fonds supplémentaires affluent du reste du monde, mais proviennent également du continent africain. Mais je pense que cette accélération se fait, elle est très rapide. Et on voit des entreprises qui sont en passe de relever des défis d'envergure, s'agissant des moyens de paiement, de l'agriculture, de l'éducation, pratiquement tous les secteurs, tous les pans de l'économie. Et le financement est apporté par des capital risqueurs. Et à mon avis, hors de là, point de salut. Ces innovations existent, elles sont accessibles, elles sont financées. On voit des entreprises africaines se développer, changer d'échelle tout en ayant un véritable impact. Merci infiniment de cet éclairage. Dr Johnson.
Yuan Shu, un mot tautologique, mais pour accélérer la digitalisation, il faut deux choses. Il faut un bon accès à Internet et un prix abordable. Est-ce que c'est le cas dans les pays où vous intervenez ? Oui, alors tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le sait, hein, de plus en plus de choses passent par Internet. Je pense que sur l'Internet mobile, on a vu une progression énorme en Afrique. Hein. Selon la GSMA, qui est l'organisme qui fait un peu référence sur toutes ces données-là, l'année dernière, à peu près 30% de la population africaine était connectée à l'Internet mobile. En 2010, on était à 2% seulement. Donc on voit le saut qui a été fait ces dernières années. Après, ceci dit, le problème de l'Internet mobile, c'est, et Eric en parlait, Eric Pignot d'Enco Éducation en parlait, c'est le coût de l'accès à la data. Il reste encore cher, peut-être pas dans certains pays d'Afrique du Nord, mais globalement, il reste encore cher. Et il ne permet pas nécessairement de développer tous les usages, qui peuvent être le gaming, l'enseignement à distance, le streaming vidéo, etc. Pour ça, il faut aussi un bon Internet fixe, de bonne capacité. Et là-dessus, l'Afrique se situerait autour de 0,5-1% de taux de pénétration. Donc il y a vraiment besoin de développer des investissements assez significatifs dans l'Internet fixe. C'est important pour la transformation du continent. Tout à fait. Je vous propose d'ailleurs de découvrir un petit peu en images comment s'accompagne cette transformation. ISP that they were using back then had trouble with reliability, and the service they were getting from them was actually not up to standard. So since POA came in, we were able to improve the efficiency of how they operate the company because we offer them affordable and reliable internet. This helped them actually improve the efficiency of how they operate as a health institution. Bien, merci à toutes et tous pour avoir parfaitement illustré ce qu'on voulait dire sur cette digitalisation avec effectivement de l'adaptation permanente au changement, résister aux périodes difficiles. Avant de clôturer, je fais un tour sur le fil live de l'émission et il y a une question pour vous, Johan, qui me paraît être une question très intéressée puisqu'on vous demande est-ce que vous allez continuer Proparco à soutenir les startups africaines malgré la crise et surtout comment bénéficier de vos investissements ? Oui, alors on a commencé hein, et on ne compte pas s'arrêter là. Depuis 2018, on a investi à peu près 40 millions d'euros à destination des startups du continent, donc soit des prises de participation en direct, soit par l'intermédiaire d'investissements dans des fonds de capital risque, comme Tide, le fonds dont Mobola, Johnson et Partners. Nos collègues de l'AFD ont déployé 15 millions. Pour les prochaines années, on a une enveloppe d'à peu près 65 millions pour continuer à investir dans les startups en Afrique, sur l'amorçage, sur des startups un petit peu plus matures également. Et pour accéder à nos financements, c'est très simple. On a présenté en début d'émission notre réseau sur le terrain. On a beaucoup de gens. C'est le principal point de contact. Et eux sauront si on peut octroyer des financements en direct ou alors vous diriger vers nos fonds partenaires si dans certains cas, ils sont mieux adaptés que nous pour répondre à votre demande. Merci Johan, voilà. Et puis pour vous toutes et vous tous qui nous suivez, n'hésitez pas à aller sur chooseafrica.com pour plus de renseignements. Donc vous l'avez évoqué, il y a des startups, il y a des startups matures, il y a différents types de potentiels économiques et le but de Choose Africa, c'est bien d'accompagner tous les potentiels et c'est ce qu'on va découvrir dans la séquence suivante.